À table. C'est ça. Et bah, je te dis à très vite pour que tu m'apprennes à jouer de la double pédale. Je t'appelle tout à l'heure. Non, demain. Demain, tu préfères? Bon, il n'y a pas de bassiste ici, ok? Restez les gars, restez, on va parler de cul dans pas longtemps. Allez, salut! Je sais pas. Bon, alors, question suivante. Moi, j'ai jamais arrêté de prendre des cours de toute ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les cours, je me les suis fait moi-même. Mais... T'es poli. Je suis poli, pardon. Vous avez vu qui c'est que j'ai en face de moi, les amis? Ouais, Kevin Pluta. Est-ce que tu t'es remis déjà avant tout de tes émotions de la Back Show 2024? Je t'avoue que c'était assez fou quand même ce qui s'est passé. Je m'attendais pas à autant de réactions et de bonnes réactions. Ouais. J'ai reçu un nombre de messages, mais c'était juste indécent. Je m'attendais pas à avoir un tel retour. Franchement, c'était assez fou. Je suis revenu dans ma tanière. Loin de tout le monde, loin de la folie parisienne. Ouais, donc du coup, grosses émotions pour toi. Un événement d'une ampleur telle que la Back Show, c'était une première pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu de Kevin, bah le jeu de Kevin, les amis, c'est quoi? Eh bah c'est ça. Bonne chance tout le monde. On va enquiller direct, mon petit Kevin. Donc déjà, merci pour ta sympathie, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on a envie de savoir, ce que tout le monde a envie de savoir, c'est qui est Kevin Pluta exactement. On va commencer, je vais te commencer par la première question ultime. Comment as-tu découvert la passion pour la batterie et à quel âge exactement? Moi, je viens d'une famille dans laquelle j'avais mon parrain, donc le frère de ma maman, et lui était batteur. C'est de là que tout a commencé. C'est-à-dire que quand j'étais petit, si tu veux, en fait, j'habitais en grande partie chez ma grand-mère et tous les midis, mon parrain venait manger à la maison. Et quand j'étais petit, et après quand on avait fini de manger, il m'emmenait dans sa voiture et on mettait les cassettes d'ACDC dans la voiture. À l'époque, c'était les cassettes, dans les voitures. Et on tapait sur le tableau de bord. Je n'avais jamais touché une baguette de ma vie. Et c'est comme ça qu'il m'a transmis le virus. Et j'ai commencé après les cours quelques années après. J'avais 4 ans quand j'ai commencé les cours. Oui. Et lui, ouais, il m'a donné le virus très très tôt. J'avais peut-être 2-3 ans quand... En fait, tu as commencé très tôt et tu n'as jamais lâché. Jamais. Il y a eu l'année de mes 18 ans, qui était un petit peu plus light en musique parce que je suis parti dans une voie différente pendant un peu moins d'un an, en l'occurrence en médecine. C'est une année qui finalement m'a beaucoup servi pour la musique, in fine. Voilà. Mais c'était pas ce que je voulais faire de ma vie et du coup j'ai arrêté ça. D'accord. Mais oui, non, hormis cette année-là qui a été un petit peu plus light, j'ai jamais arrêté, jamais eu de pause ou quoi que ce soit. Voilà, d'où le fait que tu en sois là où tu en es au jour d'aujourd'hui. Écoute, moi, comme je dis à tout le monde, je fais juste de mon mieux. J'ai pas la prétention, si tu veux, de faire des choses pour moi hors du commun. La seule force que j'ai, je pense, pour moi, c'est que je suis vraiment un passionné et un forcené de travail. Ouais, bah ça se voit. De toute façon, il n'y a pas photo. Ouais, ça, je vais pas mentir, j'ai passé beaucoup de temps à travailler cet instrument que je trouve magnifique. Et à étudier la musique aussi. Hein. Enfin, quand je dis la musique, c'est la batterie, c'est de la musique évidemment, mais à étudier le reste de la musique aussi, parce que j'ai une formation, je viens du rock et du métal, mais j'ai une formation de jazz aussi dans mon cursus. J'ai passé beaucoup de temps à travailler. J'ai pris beaucoup de cours. Si tu veux mon avis, à moi, j'ai jamais arrêté de prendre des cours de toute ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les cours, je me les suis fait moi-même, mais j'ai jamais arrêté de prendre des cours et j'ai toujours pas arrêté.
Mais oui, je suis pas du tout autodidacte. T'as commencé tes courroux alors? J'ai commencé dans une école de musique municipale en une petite ville qui s'appelle Brunstadt. J'ai une photo où je suis sur la couverture d'un magazine de la ville de Brunstadt, parce qu'à l'époque, avec cette école de musique, on faisait des défilés, tu sais, pour les jours de fête nationale. Et j'ai une photo où j'ai un tambour militaire où on défile et le tambour, il est plus gros que moi. Ouais, carrément, ouais, carrément. Je pense que t'as fait le tour de pas mal de choses quand même. Écoute, franchement, pour moi, j'ai peut-être fait 3-4% de ce que j'imagine possible. Donc, Oh, la modestie, l'amour. non, je suis sérieux. En fait, tu sais, je suis tellement à m'imaginer plein de trucs tout le temps, des idées dans la tête. Alors attention, je m'imagine des trucs, des fois, je me dis aussi comment on peut le faire. Hein. Ouais. En fait, si toi, t'es à 3-4%, sache que moi, je suis à 0,2% en fait. Ah, c'est ça le truc, quoi. Écoute, viens à Montpellier, on va voir un petit peu Ok. ensemble. C'est quoi? Tu vas regarder les billets d'avion. Ah, je crois que cette semaine, c'est les transports au niveau des grèves, il me semble. Mais écoute, carrément, c'est ouais. pas terrible. Est-ce que tu as des moments marquants dans ton parcours musical jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a vraiment des moments qui t'ont marqué vraiment, quoi? Si je peux établir ces points marquants en trois éléments différents. Dans les éléments marquants de la formation, ça a été la rencontre de David Cyprien, qui est clairement aujourd'hui mon ami. Je l'appelle papa, d'ailleurs, c'est mon papa de la musique. D'accord. Et c'est lui qui clairement m'a appris le plus. C'est même quasiment lui qui m'a tout appris. Dans le sens que, si tu veux, en fait, David, pour en parler juste quelques secondes, c'est quelqu'un qui vient beaucoup de la fusion. C'est le plus gros fan que je connaisse de Dave Weckl. Voilà, donc on n'a pas du tout le même univers musical. Mais là où il a été fantastique, c'est qu'il m'a donné tous les outils dont j'ai pu me servir pour développer ensuite mes trucs à moi. Et ça a été, pour ça a été vraiment un prof extraordinaire. Mentor, un mentor. Ah, clairement, c'était un mentor. Et ça continue d'être, tu vois, je veux dire, dans la préparation de la back show, etc., il m'a beaucoup aidé. Il y a eu quelques autres personnes qui m'ont donné des conseils précieux, mais bon, les siens étaient clairement très écoutés. Hein. Il fait partie des rares personnes sur qui je peux réellement compter et qui aussi me dit vraiment les choses, tu vois. Là, lui, il m'appelle, il passe pas par quatre chemins. C'est Kevin, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et encore, je suis T'es poli. je suis poli, pardon. D'accord, ok. Et Bon, pour ça, tu vois, au moins, tu sais où tu vas, quoi. Ah, clairement, David, c'est la vérité vraie en toute sa splendeur. C'est quelqu'un d'extrêmement véritable et honnête. Et c'est très important, tu vois, d'avoir des gens comme ça autour de soi, parce que bon, bah, tu sais comment c'est, quand tu joues un petit peu, tu as plein de gens qui vont dire ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais au final, bon, il n'y a pas grand monde qui va parfois être capable finalement de réellement te guider dans une voie d'amélioration. En tout cas, moi, je suis partisan de dire que les critiques constructives sont très constructives à prendre. Et pour le coup, lui, il fait clairement partie des personnes qui, je sais, vont être les personnes que je vais écouter. Je sais qui je vais écouter, qui je vais pas écouter. Ouais, sa rencontre à lui dans ma formation, ça a clairement été le plus gros tournant dans toute la formation que j'ai eue. Je pense que après l'autre gros tournant qu'il y a eu dans ma vie de musicien, ça a été la rencontre avec Kelz en 2012, parce que Kelz, ça m'a ouvert les portes de l'international et je suis devenu éligible à ce moment-là aux endorsements. À l'époque, j'avais pas les mêmes endorsements que maintenant, mais si, pardon, j'avais ça bien. Un gros changement d'expérience aussi, parce que j'ai pu tourner à l'international, j'ai découvert la vie en tournée, dans des tourbus, etc. Ça a été quelque chose qui m'a bien marqué. C'était un groupe? C'était ton premier groupe? C'est pas mon premier groupe, c'était le premier groupe international avec lequel j'ai tourné. Et ce groupe-là, t'as réussi à être, t'as même un manager qui t'a mis en relation avec ces gens-là? Comment tu as rencontré ces gens-là qui t'ont fait finalement, qui t'ont emmené vers l'international? Comment ça s'est fait exactement? Alors, ça a été en fait le fruit du hasard. On avait des gens en commun. Et un jour, j'ai une amie qui, en l'occurrence, était en formation à l'École nationale de musique en jazz avec moi, Villeurbanne, et qui m'envoie un lien. Tiens, il y a Kelz qui cherche un batteur. À l'époque, Kelz était basé à Tarare, dans la région lyonnaise. Et je les ai contactés. Je suis allé voir un petit peu qui c'était. Je savais pas du tout qui c'était. D'accord. Et je suis allé écouter de la musique. À l'époque, j'avais retrouvé en cette musique des amours de jeunesse avec le néo.
l'époque du néo-métal, quand j'avais mes 13, 14, 15 ans. Kells a été une étape marquante qui m'a permis vraiment d'ouvrir les voies, notamment à l'international, et du travail à l'international. En dernier lieu, et beaucoup plus récemment, c'est la Back Show. La Back Show, clairement, là, c'est une expérience très marquante. Marquante pour toi et marquante pour le public, hein, je te le dis. Hein. Écoute, c'est a priori les retours que j'ai par rapport à ça. Alors moi, si tu veux, encore une fois, je reste vraiment à ma place là-dedans, pas parce que je veux rester humble ou quoi, mais simplement parce qu'en fait, moi, j'ai juste la sensation, si tu veux, d'avoir montré mon travail et c'est tout. Est-ce que, bien sûr, alors, on va avoir du mal à comprendre comment tu fais vu ton niveau à la batterie, mais est-ce que en plus de la batterie, t'as un hobby, une passion, quelque chose qui vraiment te aussi, tu vois, par exemple, moi c'est la vidéo, la photo, etc. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis nul à chier à la batterie, mais bon, parce que j'investis mon temps sur plein de trucs, mais Moi, je t'ai jamais vu jouer, alors je dis rien. Va voir ma chaîne YouTube, regarde les vidéos, tu me diras, tu me mettras un petit commentaire, ça Cyril c'est de la merde, ça c'est pas mal, tu vois, faut pas. Je te dirai à David de passer un coup de fil. Ah voilà, tiens, voilà, je vais prendre du cours en ligne avec David, bim, allez. Donc est-ce que tu as des passions en complément de la batterie? Je sais pas si je peux parler de passion. J'ai des choses qui m'intéressent en dehors de la batterie et de la musique. Je m'intéresse, alors pour rester dans le domaine du spectacle, je m'intéresse énormément au son. J'adore le son. Et alors là, pour le coup, je suis clairement autodidacte là-dedans. C'est quelque chose dans lequel j'aime bien mettre les mains pour comprendre les fonctionnements. Et d'une façon générale, alors si tu veux, j'ai une passion dans ma vie qui sont les sciences, notamment les mécanismes. Quand je suis face à quelque chose, j'aime comprendre comment ça fonctionne. Je suis du genre, tu sais, tu t'intéresses à un point et puis tant que tu n'as pas compris, je reste dessus. Ouais. T'es obtus, t'es déterminé. J'essaye en tout cas, mais c'est vrai qu'en général, ouais, je suis un peu lâche-rien dans les trucs que je fais. Soit je fais un truc complètement, soit je le fais pas du tout. J'ai un peu ce tempérament-là, en tout cas, c'est comme ça que moi je me perçois. C'est vrai que j'ai une curiosité, voilà, sur les choses, et j'aime comprendre que ça fonctionne. Et le son, pour le coup, tu vois, c'est venu clairement de la musique parce que, tu vois, là, on voit pas ma batterie, mais c'est mon kit de travail et aussi de scène parce que je l'emmène aussi. Et j'adore sonoriser la batterie, faire des prises de son avec, comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, et je pense même que pour le coup, le son, c'est clairement un instrument très complémentaire de chaque instrumentiste. Tout à fait. Parce que si tu veux, combien de fois tu es allé dans un concert ou un truc comme ça et tu t'es dit, le son, là, c'est pas top, ou il y a ceci, ou il y a cela. Et quand tu comprends un petit peu des choses là-dessus, c'est plus facile en fait de comprendre pourquoi c'était pas bien. Et souvent, tu en viens à la conséquence de te dire, finalement, en fait, c'était vachement bien par rapport à là où on était, par rapport à ce qu'il y avait, etc. Et puis même, tu vois, je travaille au Air Monitor toute la journée quand je bosse la batterie pour me faire un son de batterie, puis aussi écouter comment ça sonne là-dedans. Parce que si tu veux, on n'est pas toujours objectif aussi quand on entend notre instrument acoustiquement. Voilà quoi. Voilà, et les sciences d'une façon générale. Voilà, les sciences d'une façon générale, et puis j'adore le sport aussi. D'accord. Voilà, j'adore. Donc sportif, course. Je suis plutôt branché sport de combat, même si j'en fais plus depuis très longtemps. Et oui, je suis plutôt du genre à aller en salle de sport. Alors là, ça se voit beaucoup moins parce que ça fait des mois et des mois que j'y suis pas allé. Et puis, je vais même pas te mentir, avec l'annonce de la Back Show, je comptais m'y remettre et en fait, je me suis dit non, tu vas pas parce que si tu te blesses, la Back Show, c'est niette. Ouais. Et parce que ça m'est déjà arrivé de me faire mal, très mal en la salle. J'ai déjà eu une fracture ouverte de ce doigt-là. Donc voilà, je sais que voilà, en faisant certaines choses, voilà, il y a des moments où il vaut mieux se préserver. Et puis tu vois, bon, je suis parti mes journées enfermées, ça faisait le sport de la journée. Ouais, non mais. Je peux même te dire plus. Moi, je fais clairement un lien entre performance technique sur notre instrument. Je fais clairement un lien entre la pratique sportive, la condition physique au sens plus large du terme, comme tu le disais, et les résultats. J'ai commencé à faire des grosses séances de travail, si tu veux, quand j'avais 19-20 ans. C'est à partir de, même un peu avant mes 19 ans,
c'est là que j'ai commencé vraiment à m'enfermer, comme je dis souvent, pour travailler l'instrument. Et j'ai très rapidement, si tu veux, eu très mal au dos. Ouais. Voilà, à cette époque-là, je faisais plus de sport depuis un certain temps. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre à faire tu sais, un peu de pompe de traction. Tu vois, j'avais une barre à la maison pour faire des tractions et des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais me remettre un peu à ça, voir si ça m'aide un petit peu. Ça a été radical, une positivité radicale dans le fait de ne plus avoir mal au dos, de ne plus avoir de douleur, etc. Et alors, le gain de force et de conditions physiques que ça a créé, ça m'a permis de dépasser des choses sur le plan performance technique. Ouais, ça s'est répercuté voilà. sur l'instrument. Ah oui, clairement. Clairement. Et même aujourd'hui, tu vois, là, je travaille sur des explications pédagogiques à ce niveau-là parce que je cherche à expliquer aux gens le lien que moi j'ai fait avec ça. Alors, je le fais avec, je fais que de la formation professionnelle aujourd'hui, donc je fais plus de cours normaux. Du moins, je prends des gens qui sont donc soit c'est le métier, ils veulent se perfectionner, soit ils veulent en faire leur métier, soit ils veulent atteindre un niveau qu'on peut qualifier de professionnel. D'accord. Je ne fais plus que cette pédagogie-là. Je ne fais plus de cours lambda. D'accord. Voilà, j'ai arrêté ça en 2019. Mais oui, il y a clairement un lien à faire avec ça. Que ce soit l'endurance, comme tu le décrivais, une vitesse sacrée, tu la tiens pas s'il n'y a pas un minimum d'endurance, et aussi même la vitesse, des choses comme ça. Il y a un lien à faire avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être Hulk pour atteindre des performances monstrueuses, hein, je ne sais pas ce que je dis. Il y a clairement un rapport sportif, je trouve, avec la performance sur l'instrument. Et d'ailleurs, j'ai souvent traité mes séances d'entraînement de batterie comme une séance de sport. Et tu sais que celle-là revient... Je le vois depuis tout à l'heure dans l'encart en haut à droite, là, bim, bam, boum. Ça arrête pas. Donc le rapport instrument-sport, et moi c'est aussi la sensation que j'ai, où il m'arrive de temps en temps de faire un petit peu de sport aussi, mais même quand tu arrives derrière ton instrument, que tu commences à jouer, moi je fais partie en plus des personnes qui vont s'échauffer un petit peu avant de jouer, tu le ressens clairement. Arrêter le McDo et aller faire du sport. Par exemple. T'es d'accord avec moi? Les McDo, c'est très bon aussi de temps en temps, hein, je vais pas mentir. Hein, de temps en temps. Quel artiste ou batteur t'ont le plus influencé dans ton jeu et qui continue aujourd'hui de t'influencer un petit peu voilà. Moi, ma plus grosse influence, c'est Virgil Donati. Ah, ok, d'accord. Et ma deuxième plus grosse influence, c'est Simon Phillips. Voilà, c'est les deux batteurs que j'ai le plus écouté, je pense, dans ma vie, que j'ai le plus apprécié, qui m'ont le plus touché. Grosse question qui peut en intéresser beaucoup. Comment tu travailles ton groove et est-ce que tu as des exercices vraiment bien spécifiques à conseiller qu'on débute la batterie ou qu'on soit déjà à un niveau intermédiaire, hein. Est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu conseilles? Pour moi, le groove, il réside dans plusieurs paramètres. Alors, si on peut parler de paramètres techniques dans un premier temps, je pense qu'il y a quand même un point essentiel dans le groove, c'est le timing. Avoir un tempo, si tu veux, très rigoureux et défini. Ce que j'appelle défini, c'est-à-dire, est-ce que tu joues un petit peu devant, est-ce que tu joues dessus, est-ce que tu joues en arrière par rapport au clic, etc. Tu vois, est-ce que tu places la caisse claire sur le temps, peut-être la grosse caisse un peu plus derrière, un peu plus devant. Voilà, tu vois, tu peux aller chercher un petit peu des choses comme ça. Ça peut être d'ailleurs très intéressant d'essayer en travaillant avec un clic, de prendre un groove très simple, et d'essayer simplement de décaler et de 1 ou 2 millisecondes, hein, ça se joue vraiment à ça. Le placement de grosse caisse, ton placement de grosse caisse, ou ton placement de caisse claire, ou ton placement de charlet, tu vois, ça peut être très intéressant d'aller chercher un petit peu, explorer ce truc-là. Et souvent, ça nous donne des choses qui donnent des sensations différentes. Tu sais, quand tu entends des gens parler de fond de temps, devant, dessus, tu vois. Ouais. Et puis, des fois, même la perception, tu vois, de ce genre de choses en fonction des gens n'est pas la même. Voilà, en fonction de la culture de chacun.
Ouais. Mais donc, il y a ce premier élément qui est le timing, tu vois, et c'est vraiment d'être capable de maîtriser son placement rythmique. Par maîtrise, j'entends le fait de jouer à l'endroit où on veut. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je voudrais dire, mais le deuxième élément, après, ça va être l'équilibre. C'est quand même équilibre de volume, c'est-à-dire que, pour le coup, si on parle de groove, souvent on parle d'un jeu qui se passe entre grosse caisse claire et charlet. Je pense que beaucoup de gens le comprendront comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. C'est important d'équilibrer les volumes. Là, si on a une caisse claire trop forte, ou une grosse caisse trop forte, ou un charlet trop fort, tu vois, d'essayer de trouver une bonne équilibre, ne serait-ce qu'acoustiquement, entre ces trois éléments, et même avec le reste de la batterie. D'où l'importance d'ailleurs, on en revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de comprendre le son et les réglages son pour justement, quand éventuellement tu t'enregistres, avoir un équilibre sur l'enregistrement de ta batterie et donc par conséquent du groove, quoi. Et je vais même te dire plus. Alors là, tu vas dans un sujet qui est extrêmement important. En tout cas pour moi, c'est que, tu vois, là, souvent on travaille au monitor. Je ne sais pas si tout le monde qui regarderont aura l'occasion ou aura eu l'occasion au moment de ce visionnage de travailler comme ça. Il est très facile de se tromper quand on se fait des retours. Moi, si tu veux, quand je travaille la batterie, j'ai toujours mon retour au casque. Et ce que j'essaye de faire, c'est de faire des volumes sur mes différents micros qui sont réalistes par rapport au son acoustique de la batterie. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que ce qu'il est très, très piégeux de faire, par exemple, c'est, tu sais, tu joues très fort ton charlet, et ben tu vas le baisser quand on écoute. Et ben non. Au contraire, il faut le laisser à un volume réaliste par rapport à ce qu'il fait. Et au contraire, toi, adapter ta frappe. Ce genre de choses-là. Et pour le coup, si tu veux, même les cymbales, la caisse claire, c'est plein de choses. On va dans des sujets où on peut aller on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais tu vois, c'est même rien, c'est un sujet commun parce que cet équilibre dont on parlait tout à l'heure pour le groove crée une condition qui est nécessaire pour arriver à ce que l'auditeur puisse entendre quelque chose d'équilibré. Si on a un charlet qui nous fend les oreilles ou une caisse claire qui nous fend les oreilles, c'est important, si tu veux, qu'on puisse équilibrer ça, mais pas avec les technologies, avec ça. Non, simplement ce qui se passe entre les mains et la baguette, quoi. Tu vois, voilà. C'est très très important d'aller dans ce sens-là. En tout cas, pour créer, je trouve, quelque chose d'équilibré. Et en plus de ça, ça nous permet, quand on maîtrise un petit peu ça, d'apprivoiser différents styles aussi. Parce que tu sais, quand on se dit, ouais, il joue funk, il joue rock, il joue metal, il joue jazz, il y a quand même une grosse notion de volume dans tous ces styles-là. Bien sûr. Voilà. Soit du volume, du bas volume, soit du très très gros volume. Ouais, voilà. L'extrême. Et voilà. En tout cas, je pense que dans la démarche, il y a de ça. Voilà, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a le frappe, le son qu'on va obtenir, etc. Mais voilà. Donc voilà, timing, équilibre des volumes. Et après, je pense qu'il faut principalement faire appel au sens musical de chacun. Encore une fois, on est dans des notions d'équilibre dans ce que je vais dire là, mais si on joue dans certains styles, je pense que voilà, il est très important d'écouter ce qui se passe autour de nous. Alors, si on a la chance de pouvoir le faire avec des super ears ou des écouteurs, c'est le bonheur si on a assez bien traité. Sinon, ne serait-ce qu'acoustiquement, c'est super important d'écouter, de voir si on dénote pas, en fait. Ouais, d'accord. Mais c'est encore une fois des notions qui sont super abstraites, tu vois, comme le groove, parce que je trouve que en fonction de l'expérience de chacun, on est plus ou moins à même d'être capable d'écouter tout ça. Et cette notion d'écoute, elle est très particulière. Kevin Pluta, excuse-moi, le gars il groove. Alors lui, je le connais pas trop, je peux pas dire, mais Benny Greb, moi je trouve que ça groove mortel. Wackel, je trouve que ça groove mortel aussi. Oui. Mais je suis pas persuadé que tout le monde va être touché par un Wackel comme un Benny Greb et inversement. Tu vois c'est voilà. Et pourtant, j'adore ça. Aaron Spears, que j'ai eu la chance de connaître, lui, il tapait une caisse claire. Il n'avait pas besoin de mettre un coup de grosse caisse de puce ou de charlet. Hein. Le coup de caisse claire, il avait une magie dans ce son de caisse claire, je trouvais. Qui était,
Je me rappelle de ce DVD que j'ai toujours de lui où il y avait un mec qui disait a unique voice, un technicien de studio qui était interviewé, qui disait this guy has a unique voice. Et c'était clairement, je trouvais qu'il tapait une caisse claire, un peu comme un Weckel, ben c'est la caisse claire de Weckel. Et il pourra prendre n'importe quelle caisse claire, tu retrouveras cette touche-là. Eric Moore, je trouve que c'est monstrueux ce qu'il fait, mais par contre, je suis admiratif de la performance, mais la musicalité, moi, ça me touche moins. Ouais. Voilà. C'est ma sensibilité à moi et ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait Rico. Au contraire, c'est même excellent. Mais en fonction de la sensibilité de chacun, je pense qu'on peut être touché différemment par ces choses. Ouais, ça marche. Et au niveau des exercices, t'arrives derrière ta batterie, t'as un exercice prédéfini ou que tu vas faire à chaque fois, ou tu te mets derrière ta batterie, tu commences par quoi exactement? Je parle pas forcément quand tu vas faire un show. T'arrives dans ton petit studio, clac. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai une routine que je fais tourner quasiment tous les jours, qui consiste à travailler le roulé à la double, les déplacements et les roulés en interaction avec des charlets. Cette routine, elle est pas militaire, c'est-à-dire que je me dis pas je vais faire cet exercice-là pendant 5 minutes à tel tempo. Ça m'arrive de le faire, même régulièrement, mais en tout cas, je vais travailler tel type d'exercice, tu vois. Genre le roulé à la double, que je pratique 95% en roulé inversé. Parce que je trouve que c'est plus intéressant de faire droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite. Voilà, comme ça, le deuxième coup retombe sur le temps. Ouais, d'accord. D'ailleurs, sur la fin de mon solo à la back show, c'est ça que je fais. C'est du roulé inversé. Qui là, pour le coup, vient clairement de Virgil Donati avec ce morceau Dog Boots que j'ai poncé en long, large et en travers. Ouais. Et donc ça, je le pratique beaucoup. En fait, si tu veux, d'une façon générale, je vais un petit peu plus accentuer cette routine sur les pieds que sur les mains. Parce que je perds beaucoup plus vite les pieds que les mains. D'accord. Voilà. Okay. Donc je sais que pour équilibrer ce niveau, si je veux maintenir mes performances, ma routine, elle va mettre pas mal de pieds, évidemment des mains aussi. Après, j'ai souvent quand je fais ma routine, souvent si j'ai fait ma routine, c'est que j'ai fait en fait 1 heure ou 2 aussi de recherche. Ce que j'appelle la recherche, ça va être des moments où j'essaie de créer des choses, de trouver des nouveaux trucs. J'ai des calepins comme ça d'idées que je note et que j'essaye de reproduire ou je reproduis pas. Je suis un peu lunatique là-dessus. J'ai envie, j'ai pas envie. Mais ouais, il y a un travail de recherche là-dessus. Mais ouais, rouler à la double, rouler avec les mains, normaux et inversés, travail de frisé, travail de déplacement. Et la recherche en général, elle inclut pas mal d'indépendance. Donc bon, ça va dans ce sens-là au passage aussi. Voilà. D'accord. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que ça va causer à beaucoup de batteurs et de batteuses. Moi d'ailleurs aussi, hein, il faut le dire. Est-ce que tu as la sensation, est-ce que ça t'arrive, malgré ton haut niveau de batterie, d'avoir cette sensation, alors je veux dire régression, mais de stagner, de régresser un peu, notamment comme tu disais au niveau des pieds, tu ressens le besoin de travailler plus les pieds parce que sinon tu sens que t'es moins à l'aise à un moment donné quand tu vas jouer avec tes pieds sur un morceau ou parce que moi par exemple tu vois je vais faire un peu de double à mon niveau, je vais pas en faire pendant 1 semaine, je vais me mettre derrière ma batterie, je vais avoir la sensation d'avoir perdu un petit peu dans mon jeu de jambes quoi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois consulter le docteur? Est-ce que tout va bien? Voilà. Est-ce que je fais partie de ça ou est-ce que voilà, tu te dis maintenant Cyril, c'est propre qu'à toi, il faut que tu en fasses tous les jours. Alors, c'est une question encore une fois qui inclut des réponses très vastes et très complexes. Mais d'une façon générale, je vais résumer en te disant ça. La régularité, c'est la clé. Oui, ça ok. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que si tu arrives à maintenir un travail qui a pour but de recherche un certain niveau de performance, évidemment que tu vas, en théorie en tout cas, avoir des résultats. Ou si tu n'as pas des résultats d'augmentation de performance, tu vas avoir au moins un résultat de maintien de performance. Ça, c'est la théorie de base. En fonction de ce que tu manges, en fonction de comment tu t'entraînes, en fonction de si tu es fatigué. Je parle de sommeil là, mais si tu es aussi fatigué musculairement. La fatigue due au manque de sommeil ou aux grosses activités, c'est pas la même que la fatigue musculaire. Si tu as fait une séance de sport
où tu sors de la séance en rampant et que tu vas sur ta batterie après, c'est mort. il ne faut pas s'étonner que tu n'arrives pas à faire la même chose que la veille où tu étais à fond la caisse. Tu vois ce que je veux dire. Et après, pour répondre plus à ta question, moi, c'est pareil. Si je ne travaille pas pendant une semaine ou deux, je ne vais pas retrouver tout de suite sur ma séance les mêmes performances. Parfois, ça va me prendre quelques heures. Parfois, ça va me prendre quelques jours. Voilà, et là, tu vois, là, je suis rassuré. Et là, il y en a beaucoup qui vont être rassurés. Donc, voilà, il faut persévérer, il faut s'accrocher et tu vas pas me contredire quand je vais dire que travailler quotidiennement, trouver du temps. Et il faut trouver du temps dans votre journée pour se caler 20 minutes, 25 minutes, même si vous pouvez pas faire plus. Plutôt que travailler tous les samedis 3 heures. Là, tu me rejoins, je pense, à ce niveau-là. Clairement. Mais même 5-10 minutes, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, des fois, sur une journée, il y a parfois des gens, j'en ai, des gens même dans mes élèves, qui me disent, ouais, Kevin, aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps, ou là, hier, j'ai pu faire 2 heures, aujourd'hui, j'ai fait une demi-heure. Et je leur dis, mais faites-vous 5 ou 10 minutes. Ouais. 5 ou 10 minutes, c'est pas grave si c'est pas plus, mais au moins, vous restez avec cette connexion. Et cette stimulation nerveuse qu'on appelle souvent mémoire musculaire. Hein. Et encore une fois, voilà, en faire quotidiennement, ça ne veut pas dire que si tu dis, ouais, là, j'ai pas le temps de faire mes 7 heures quotidiennes, donc j'en fais pas une seule minute. Non, au contraire, si tu as l'occasion d'y passer, de faire des bonnes séances de travail quotidiennes et que là, tu n'as pas eu le temps sur une journée, mais ça te manque, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Il y a cet aspect émotionnel où des fois, tu vois, tu te sens pas bien parce que ça te manque. De jouer ou même ça t'angoisse. Moi, il y a des jours où je n'ai pas le temps de jouer, ça m'angoisse des fois. Ouais. Ok, bon, ouais. Moi, je suis un peu tapé. Non, mais c'est pareil pour moi. On a un besoin. C'est comme ceux qui vont aller dans les salles de sport à gogo. Nous, on a ce besoin de pratiquer, quoi. Voilà. Ça fait partie d'un équilibre. Ça t'installe. Exactement. Donc voilà, ça fait du bien, aussi bien sur le plan travail que sur le plan bien-être. Ne faire que, tu vois, si tu n'as pas le temps de faire plus, tu fais 5 minutes. Et moi, mes 5 minutes, des fois, c'est ma paire baguette sur ma cuisse. Hein. Ouais. Ça change la vie, hein, ne serait-ce que de faire ça, moi, je trouve. Et ça reste, encore une fois, connecté, parce que ces 5 minutes, tu as restimulé, en fait, toute la machine, en fait, qui sert à bosser, quoi. Tu peux nous montrer ta tenue de baguette principale avec laquelle tu joues? Alors, j'en ai 2. Je suis désolé pour les noms, si je suis pas... vas-y. Je crois que c'est le match clip. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment la tenue le plus possible à 90 degrés avec les pouces sur le côté, hein, donc le principe de la paume de la main qui est vers le bas. Hein. Yes. Notre articulation, aussi bien faite qu'elle est prévue pour faire ce geste-là, pas celui-ci. Ouais. Hein, si on met le pouce vers le haut, comme ça, notre baguette, c'est beaucoup plus typé pour faire des travails avec les doigts. Ouais. Alors que la paume vers le bas, là, on a vraiment toute l'amplitude du geste possible. Voilà. Donc, match grip pour la plupart du temps. Et j'aime beaucoup prendre une prise tambour, notamment quand je vais sur la petite caisse claire là, ou même, c'était Nathan Maliba, mon grand poteau, qui disait ça. Quand il joue comme ça ou quand il joue comme ça, ça le fait pas jouer de la même manière. Et je ressens exactement la même chose. J'ai pas envie de jouer les mêmes choses quand je joue comme ça. Et j'adore jouer comme ça aussi. Et ça cogne quand tu joues comme ça. Tu joues principalement donc poignet, doigt, les deux mélangés? Plutôt poignet, moi. Plutôt poignet. Ouais, plutôt poignet. J'ai travaillé les techniques des doigts quand je faisais du métal extrême. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu. Je suis beaucoup plus sensible aux résultats que j'obtiens avec du jeu au poignet qu'avec les doigts. Et là, pour le coup, c'est vraiment une question de résultats de son. C'est comme ça que tu obtiens principalement la puissance. Complètement. D'accord. Et la précision aussi. Comment tu arrives à rester créatif, Kevin, et à innover dans ton jeu après tant d'années de pratique? J'adore tes questions. Franchement, je ne sais pas. Bon, alors, question suivante. Non, franchement, tu me fais réfléchir à chaud et j'adore. Tu sais, on en a discuté. Je ne voulais pas connaître tes questions parce que je voulais vraiment avoir la spontanéité des réponses. Je pense que... Après, ça peut être naturel. Ça peut venir naturellement aussi. Hein. Oui, clairement. Mais écoute, toute ma vie, chaque seconde de ma vie, même quand je suis avec mes proches ou quoi, je sais que ma tête a un petit côté autiste et ce petit côté autiste fait que je suis constamment en train de penser à de la musique ou à des idées ou à des systèmes.
Voilà, des systèmes de rythmiques ou musicaux ou harmoniques. Je suis tout le temps en train de m'imaginer tout le temps en réflexion, mais je le fais pas exprès. Hein. Tu pourrais interviewer ma femme qui te dirait, de temps en temps, on est sur le canapé en train de regarder un film et puis il se lève d'un coup et puis bim, il a une idée. Ça m'arrive régulièrement, même des fois en me réveillant la nuit ou quoi. Pourquoi tu casses le mur à 3h du matin? Bah, excuse-moi, j'ai une idée de dingue. Mais c'est vrai, putain, je te jure qu'il y a plein de trucs que je me suis réveillé des fois dans la nuit, je suis allé le noter, et ça m'est arrivé de me réveiller le lendemain et de dire putain, qu'est-ce qui m'a pris? Il y a d'autres trucs qui me sont venus comme ça et que j'ai exploité et que j'ai développé. Ça peut être du sticking, ça peut être... je fais beaucoup de rapports mathématiques avec la musique, dont on pourrait parler aussi très longtemps. Mais il y a clairement des gros rapports mathématiques, que ce soit sur le plan rythmique ou harmonique. Hein. La musique comprend beaucoup de maths. Ouais. Pas que ça, évidemment, hein, mais on peut clairement faire un gros rapport mathématique avec la musique, ça existe. Et on peut mettre des idées les unes dans les autres en comprenant ces systèmes-là. Et pour ma part, je trouve très compréhensible de passer par cette voie que sont les maths. Je te donne un exemple. Alors peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter de tous les noms avec ça, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Après, je pourrais le couper au montage. Tu prends ne serait-ce que les métriques en musique, le 4/4, c'est une fraction. Du moins, on peut le voir comme une fraction. On te dit, il y a 4 trucs définis par le truc qui est en bas, d'accord? Et là, le truc qui est en haut, c'est une quantité. C'est une fraction. Ouais. Et voilà, tu peux faire un rapport comme ça. Tout à fait. Voilà, avec plein de trucs. Moi, je vais pas aller trop loin. Restez les gars, restez. On va parler de cul dans pas longtemps. Allez, salut. 2 millions d'un coup, bim. Aujourd'hui, toi, tu vis de la batterie. Tu arrives à en vivre complètement. Je ne fais que ça et je gagne ma vie en faisant de la musique depuis 2011 à peu près. Principalement par rapport à tes déplacements ou à tes sponsors, comment tu génères principalement tes revenus? Alors, mes revenus, ils viennent de... J'ai plusieurs sources de revenus. La première, c'est je suis intermittent du spectacle. Ça permet d'avoir une régularité minimum de revenus. Après, je suis rémunéré sur les prestations que je fais, que ce soit concert, démonstration, cours, etc. Voilà. J'ai quelques cours, les quelques formations que j'ai, j'en ai pas beaucoup volontairement parce que je veux pas que ça me prenne trop de temps par rapport à mon travail à moi, d'une part, et aussi parce que quand on fait de la quantité, pour l'avoir vécu, on fait pas toujours de la qualité. Ouais, d'accord. Donc il y en a qui savent peut-être très bien le faire. Moi, pour ma part, je sais que c'est pas mon cas. Voilà. Et d'autant plus, et encore une fois, je fais en sorte de me garder beaucoup de temps de travail pour moi, parce que j'ai besoin de développer des vidéos, de développer des choses nouvelles. Et puis, tu cherches pas un photographe vidéaste à temps plein en CDI, non? Parce que tu le dis, hein, moi je suis showtime. Peut-être, si j'avais les moyens, ça serait avec grand plaisir. Peut-être un jour. Bah, écoute, t'hésites pas, maintenant t'as mon numéro. J'en suis pas encore là. C'est les concerts, les démonstrations, l'intermittence du spectacle. Et les cours qui viennent compléter un petit peu tout ça. T'as fait d'autres travails avant ou t'as fait batterie, t'as toujours fait que de la batterie? J'ai jamais eu, j'ai eu des jobs d'été avant, des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Ouais. D'accord. Et j'ai jamais exercé un autre métier que celui-ci. Il y a des choses plus alimentaires que d'autres que je fais. J'ai la chance aujourd'hui, dans quasiment 100% des cas, de travailler dans des formations avec des équipes où ce que je fais me plaît. D'accord. Même quand je fais de la reprise, des choses comme ça, comme avec Hotel, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont une dimension où il est vraiment très sympa d'y travailler, avec un live typé très gros son, etc. Tu vois, D'accord. Ça fait vraiment penser aux conditions qu'on retrouve dans des belles productions. Voilà ce que je peux t'en dire pour le moment. J'essaye de faire tendre mon évolution vers, si tu veux, des revenus peut-être un petit peu plus qui vont vers YouTube, qui vont vers la démo, etc. J'espère que demain, j'arriverai plus à compléter mes revenus avec ce genre de choses-là.
Ok. Et là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ton partenariat avec DS. Yes. Pourquoi ce choix réellement? Et comment tu as eu cette chance? J'ai découvert DS à la Back Show l'année dernière. J'ai connu Pierre Ansilotto. Je ne sais pas si tu qui c'est. Non. C'est le patron d'une société de distribution qui s'appelle My Music Distribution. Et tu vas voir, c'est qui c'est, entre guillemets, parce que c'est ce monsieur-là qui a créé la marque Hits. Ok. Ce sont ses pots qu'il a créé lui, donc une équipe autour de lui pour l'aider, mais c'est lui qui porte les couleurs de cette marque-là. C'est une marque française. D'accord. Et j'ai connu donc Pierre avec Hits il y a 2 ans à peu près. D'ailleurs, Eratum, j'ai dit dans certaines interviews que ça faisait 1 an que je jouais sur Hits, c'est un petit peu plus long que ça. Et j'ai connu Pierre par rapport à ça, et Pierre, lui, a rentré en distribution DS il y a donc à cette période-là. Et il avait commencé à me parler des DS, etc. Moi, c'était une marque que je connaissais pas, pour être sincère. J'avais déjà entendu 1 ou 2 fois parler, j'avais déjà vu une ou 2 batteries comme ça, mais je connaissais pas ces produits-là. Tu jouais sur quoi auparavant? J'avais un contrat avec DW. Déjà des très très grosses batteries, donc faire le choix de dire je vais aller chez DS, fallait aussi dire bon, je quitte DW. Et en fait, c'était un choix à la fois un peu stratégique, si tu veux, d'aller chez DS, et aussi parce que j'avais vraiment envie d'aller dans cette voie-là. Ces batteries m'ont beaucoup plu. Et les batteries m'ont beaucoup plu en termes de couleur de son, de qualité et de finition. Ouais. Il y avait vraiment... Et puis aussi, l'histoire de DS m'a beaucoup touché. La personne qui a créé DS, c'est un certain Lucas, qui a une histoire, si tu veux, que je peux résumer en disant qu'il a vraiment consacré toute sa vie au savoir-faire de réalisation de batteries. Ouais. Et il a créé ses propres batteries, donc DS. Et il a développé ses propres produits et ses propres brevets aussi. Le savoir-faire est un petit peu comme si tu veux, quand on voit un super batteur jouer, tu te dis, il a passé toute sa vie sur son instrument. Bon, bah là, dans ce cas de Lucas, tu te dis, ouais, il a passé toute sa vie derrière des machines pour savoir bien faire des batteries. Pour avoir des batteries abouties comme il y a aujourd'hui. Exactement. D'accord. Et puis, si tu veux, après, il y a un autre truc. Il y a une réalité, si tu veux, qu'il faut malheureusement dire. Et j'espère que j'irai pas trop loin pour certains. C'est que, si tu veux, quand on parle de très grosses marques de batteries comme DW, qui sont des très bonnes batteries, je ne dénigre pas. Il y a un truc, c'est que, tu vois, quand on parle d'artistes, souvent quand on va parler de batteurs ou quand il va y avoir des événements de batterie, les marques vont pouvoir avoir, si tu veux, une certaine forme de visibilité en disant, ben, là, je vais avoir un slot pour telle marque. Forcément, si DW a un slot sur un événement, peu importe lequel, c'est pas qu'il y ait une plus tard qui vont penser en premier. Ouais. Faut dire ce qui est, hein. Ouais. Tout batteur qui rêve, si tu veux, d'aller dans des gros événements ou des choses comme ça, si on est rattaché à une certaine marque, bah, les gens vont avoir envie de voir chez DW un Thomas Lang, un Virgil Donati. Voilà. Et je résume souvent ça en disant tu te retrouves comme un plancton dans un océan, quoi. Ouais, je comprends. Et en passant chez DS, ben, je dis souvent que j'étais plus une sardine dans une rivière, tu vois. Et bon, bah, c'est un petit peu aussi ce choix stratégique, si tu veux, que j'ai fait là-dedans, parce qu'en termes de visibilité, bah, c'est plus simple. Ouais, tu seras beaucoup plus rapidement identifié et même par rapport à la représentation de la marque, quoi. Tout de suite, on verra DS, Kevin. Bon, ça va aller faire. Il y a de ça, évidemment. Et puis, mais il y a aussi, bah, franchement, je vais pas te mentir, quand j'ai découvert les DS, j'ai commandé cette DS-là que j'ai ici. Malheureusement, j'ai pas accès à la caméra, je peux pas la montrer. C'est mon kit. De toute façon, j'en ai plus qu'un, c'est celui-ci là. D'accord. C'est un kit en birch mahogany, donc bouleau acajou. Ouais. C'est celui qui était à la bague. Hein. Non, c'est pas celui qui était à la bague. Celui qui était à la bague, c'était un coloris exotique. C'était une full maple. Hormis la caisse claire qui était celle que j'ai ici, qui est une Bog Oak. D'accord. C'est un chêne très ancien qui est sur cette caisse claire avec des notes très basses. Et donc, ouais, j'ai vraiment trouvé un instrument qui me convenait comme ça ne m'est jamais arrivé auparavant. En termes de son, en termes de réponse, même d'esthétique, si tu veux. D'accord.
Et tu vois, c'est vrai que moi personnellement, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert aussi par rapport à la presta de la bague, et c'est une très très belle surprise. Et pour tout te dire, je suis rentré en contact donc avec Lucas qui fabrique. Oui. Par internet, ou comme notamment sur la chaîne, il m'arrive de faire de la présentation de produits, où je lui ai proposé mes services pour s'il avait matière à faire des présentations de snare, des présentations de quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas à me contacter. Et il m'avait fait comprendre qu'en effet, ça l'intéressait, pas pour tout de suite, parce qu'apparemment le stock était pas ouf, et qu'il était à fond investi par rapport à la bague, notamment, et mais par contre, qui reviendrait peut-être vers moi en effet, parce que voilà, pour éventuellement aussi avoir une visibilité. Maintenant, on sait que c'est hyper important, et faire connaître à mort ces produits-là, quoi, parce qu'en effet, je pense que encore une fois, c'est des produits qui ont bien leur place par rapport notamment à des grandes batteries telles que DW, etc. que entre guillemets maintenant tout le monde connaît, on sait que voilà quoi. Moi, je joue sur la Lite. C'est une très bonne batterie aussi. Voilà, et je regrette pas du tout. Et c'est pareil, c'est des batteries encore une fois qui sont pas forcément encore, même si ça se démocratise maintenant, mais ultra connues. Et parce que les gens voient Mapex, Tama, Pearl. Voilà. C'est sûr qu'il y a des marques effectivement qui sont beaucoup plus qui ont un historique. Oui, voilà, c'est ça. Grand, exactement. C'est ça. Réputé. Moi, à ce jour, et en toute humilité, ce sont les meilleures batteries que j'ai eues. Que tu as eu, ouais, d'accord. J'en ai eu deux. Hein. J'ai eu celle que j'ai là aujourd'hui, donc la noire en boulot à cajou, et celle qui était donc à la bague. Ce sont les deux meilleures batteries que j'ai eues de ma vie. D'accord. Tu as d'autres choses à ajouter par rapport à des partenariats avec qui tu travailles, etc. Je peux parler un tout petit peu, mais j'ai parlé pas mal de la DS là, que j'ai. Yes. Je peux vous parler des POITS parce que tu parlais d'éléments marquants dans mon process. Ouais. C'est clairement quelque chose de très marquant parce que c'est une marque française. Donc déjà, c'est plutôt sympa de représenter ça. Ça représente en fait, si tu veux, des choses à la fois au moins aussi bien que ce qui existe sur le marché dans d'autres marques. Et c'est aussi des couleurs de son différentes de ce qui existe par rapport à d'autres marques. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment trouvé mon son avec ces pots-là. Je trouve qu'en fait, on est sur quelque chose qui marche super bien. Et surtout, alors, le point majeur de ces pots-là, pour moi, c'est la durabilité. Voilà, je sais, comme toi qui m'avais joué à la voiture, ça peut voir. Alors, et puis j'ai envie de dire, excuse-moi de te couper, si c'est toi qui dis ça, on peut que te croire. Vu comment ça conne, j'ai envie de te dire, des batteries qui vont faire peut-être 2-3 mois chez toi, moi chez moi, elles vont faire 3 ans. C'est possible. C'est sûr que je ne vais pas te mentir, le consommable est mon ami. C'est clair. J'ai divisé par 5 mon budget annuel de pot. Ah ouais. Par rapport à avant. Je n'avais pas d'endorsement de pot avant. Et en modifiant de manière positive en plus. Complètement. C'est-à-dire que la durabilité de mes pots, ça dure 5 fois plus. Et avant, tu étais sur? J'utilisais principalement des Remo. D'accord. Okay. Donc j'ai une durabilité qui est énorme par rapport à avant. Et c'était le cas avant, des pots que je change plus que d'autres. Je change beaucoup plus souvent la peau de caisse claire et les pots de grosse caisse que les tomes en général. Okay. Voilà, j'ai simplement la peau de ce tome-là que j'ai à ma gauche, qui est une grosse caisse de vin en fait, comme c'est exactement la même dimension, les mêmes dimensions que ce que vraiment au millimètre près. Et la peau de la grosse caisse, cette grosse caisse que j'ai donc en tome à ma gauche, j'en passe un petit peu plus parce que j'aime beaucoup mettre une simple plie dessus. Et la simple plie jouée à la baguette, souvent ça dure moins longtemps. Mais en mettant des patchs, on arrive à prolonger un petit peu ces vies-là. Après, sinon souvent je mets de la double plie dessus, mais qui du coup j'aime un petit peu moins le son, mais par contre ça dure plus longtemps. Bon. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et donc sur les donc grosse durabilité, un son que j'adore, j'utilise principalement la série DB, qui est le double pli de chez Hitz. Il y a d'autres pots en double pli chez Hitz, comme la Black Mist, qui est la peau noire, qui est un petit peu plus épaisse, donc un petit peu plus mate. Mais la série DB, donc sur tous mes tomes, je mets ça. D'accord. En sablé ou en transparent, en fonction de mes humeurs. D'accord. J'utilise principalement le sablé dans l'année parce que sur les batteries qui vont sur date, souvent le sablé matifie un petit peu et ça vient un petit peu absorber les fréquences, notamment en termes de
de nuisances quand on est dans des acoustiques un petit peu compliquées. D'accord. Grosse caisse, j'utilise les roquettes, aussi bien sur ma grosse caisse de 20 en tome que ma grosse caisse au pied. Et la caisse claire, c'est une tour. Donc c'est la fameuse avec le double pli et le renfort par en dessous. Et Filter 3 en peau de réseau, il y a la Filter 3 et la Filter 5. Filter 5 étant un petit peu plus épaisse, j'utilise la Filter 3. D'accord. Et sur ma petite caisse claire, je prends les Texti qui sont le simple pli de chez X. Et voilà, il y a une couleur de son qui est énorme et puis une fiabilité de ces produits qu'aujourd'hui je n'ai pas retrouvé ailleurs. Donc au niveau de tes cymbales, le choix de la taille des cymbales, t'as quoi exactement? J'ai toute la série AX en Heavy Crash avec 18, il y a une 19 qui n'est pas là, mais il y a la 20 qui est là. D'accord. Que j'avais la diamètre aussi. Voilà, 18-20 en diamètre crash. Là, on est sur une AX aussi, mais SIN, diamètre 17. Et là, d'habitude, j'ai une SIN, la même que celle-ci, mais en 18. Là, c'est une Heavy qui a un petit peu la tête. Ici, là, j'avais un peu faim. Elle a pas encaissé les coups, la petite, là. Ah, écoute, hein, je t'ai dit tout à l'heure, le consommateur est mon ami. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait d'équipe tout à l'heure. Depuis quelques années, maintenant, je tape beaucoup moins mes cymbales qu'avant. Ouais. Par souci d'équilibre, parce qu'on les entendait beaucoup trop. On les entend toujours trop. Mais c'est différent. Et ça aussi, ça m'a aidé à moins en casser, même si malheureusement. Et à une époque, je passais 2 à 3 sets de cymbales complets par an. Wow. Ride et charlet compris. Non. Et... Ride compris. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc... alors, je l'ai changé peut-être qu'une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais elle finissait par y passer quand même. Ah ouais. Là, j'ai 2 rides ici, là, mon local, là, que j'adore, là, notamment celle-ci, là, qui est celle que j'aime là-bas chez aussi, qui est une HHX Omni, qui est vraiment là, une ride que j'adore, notamment par son côté hybride. Tu sais, il y a... Ouais. Je peux vous la montrer en même temps que je vous parle. Il y a un côté, je sais pas comment on l'appelle, noirci et brillant dessus. Tu sais, ce sont ces modèles-là. Ah, magnifique. Voilà. Ouais. Qui sont, et alors ça, pour le coup, c'est vraiment pour moi la ride qui marche le mieux en crash ride. D'accord. Je suis pas un gros amateur des crash rides, mais quand je l'ai crashé, celle-ci, ça m'a vraiment donné envie de l'utiliser comme ça. D'accord. Voilà, et Stax, effectivement, alors celui-ci, là, il est composé d'une Splash Ozone en AX avec une mini Holy China qui est là. Et je ne l'ai pas monté là, mais j'ai d'habitude une China qui vient se mettre ici, qui est la signature Chad Smith là en A, Holy China en 21. Voilà. Et celui-ci qui est un Stax de 16 avec que des cymbales cassées et volontairement cassées parce que je n'ai pas trouvé mieux qu'en utilisant ces cymbales qui sont cassées. Avec une ozone de 16 par-dessus et une HHX de 16 aussi par en dessous. Voilà. Okay. Et les charlets que j'utilise là en ce moment, le HHX Complex en 15. Et j'ai un AX Fusion Hat qui est quelque chose qui ne se fait plus. Qui est composé en 13, qui est composé d'une cymbale plus légère et plus lourde en dessous. Plus légère dessus, plus lourde par en dessous. Et j'aime beaucoup aussi le HHX Groove Hat en 15. Mes charlets principaux sont que des 15. Parce que j'aime ces sonorités-là et aussi par rapport à la logistique de mon kit, c'est plus simple d'avoir un charlet un petit peu plus large. Ouais, bien sûr. Je comprends. De la double. Ok. Quel est le plus gros projet, à moins que tu n'aies pas la possibilité d'en parler, mais sinon, est-ce que tu as un projet à venir? J'ai un album qui va être enregistré début d'année avec mon projet métal à Paris qui s'appelle In. Alors, il ne faut plus dire In, il faut dire Hell is Nothing parce que ça veut dire Hell is Nothing, H-I-N. Un projet qui est avec un ami d'enfance depuis maintenant un an et demi, mon pote Thomas, qui ont fait de la musique depuis qu'on est gamin. Et, ouais, c'est un projet très metal prog pour le coup. Okay. Dans lequel je peux beaucoup m'exprimer, c'est très très cool. Et puis oui, j'ai envie aussi de développer des vidéos avec des amis à moi. J'ai ma chérie qui est chanteuse, j'ai plein de gens autour de moi très talentueux et j'aimerais à la fois créer des choses avec eux et à la fois profiter aussi de mon envie de faire du contenu pour les emmener avec moi parce que je suis assez comme ça, du style à emmener les gens que j'aime beaucoup avec moi sur ma route.
Excellent. Et j'ai vraiment envie de créer des sortes de choses-là aussi à plusieurs. Je ne sais pas encore comment. Il y a plein de choses dont on a déjà discuté avec plein d'amis ou collègues de travail. Jamais rien de concrétisé à ce jour, mais bon, pourquoi pas demain. Ok, très bien. Et à vie aussi, il y a des gens qui, pourquoi pas, auraient envie qu'on fasse des vidéos ensemble. Moi, je suis complètement partisan tu vois, qu'on travaille à distance comme ça. Je l'ai fait pendant le Covid. Ça, je trouvais que c'était vachement bien. Ouais, carrément. Voilà. Donc, si tu as envie qu'on bosse ensemble, appelle-moi. Le message est passé. On va conclure, mon petit Kevin. Je te laisse tranquille après. Même si j'aurais pu parler. Tu m'en mets pas, hein. Moi, je passe un très bon moment. C'est ma femme qui a m'engueulé parce que je sais qu'elle aurait bien aimé que je sois à la maison plus tôt. Mais... À table. C'est ça. C'est ça. Allez, on va boucler, mon pote. Quels sont... est-ce que tu as des... Parce que je sais qu'il y en a peut-être beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes batteurs qui débutent aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Comment gagner sa vie grâce à l'instrument, tu nous l'as quand même expliqué tout à l'heure. Mais est-ce que tu as quelqu'un qui débute et qui est vraiment déterminé, qui veut y arriver? Quel va être ton principal conseil pour lui? Moi, ce que je conseille principalement, c'est de vous fixer des objectifs précis. Voilà. C'est-à-dire que quand on commence, moi j'ai été beaucoup confronté à ça. Quand on commence, j'ai comme la sensation que on peut être tenté d'un peu faire tout et n'importe quoi pour arriver à simplement se dire je vis de la musique ou je gagne de l'argent en faisant de la musique. Je pense que c'est très important de ne pas tomber dans le piège qui est faire un petit peu tout ce qui nous passe sous le nez. Voilà. En restant focus sur ces objectifs, parce que si on ne fait pas ça, on va arriver à certainement des résultats, arriver à vivre en faisant de la musique et en gagnant sa vie en faisant de la musique, mais peut-être pas en ayant la carrière et les envies qu'on souhaite. Et pour ma part, je me suis pas mal perdu à certains moments là-dedans. Et je pense qu'il est très important aussi d'être bien entouré. Par entourage, j'entends des gens de bons conseils, des gens qui savent de quoi ils parlent. Je parle aussi bien pour des gens du milieu, mais aussi des profs. Hein. Il y a des profs de batterie qui sont plus aptes que d'autres à pouvoir guider des gens dans cette voie-là. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est important de s'entourer de gens qui ont une certaine expérience. Voilà. Entourez-vous de gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont une certaine expérience et ne lâchez rien. Voilà, restez focus. Si vous avez des envies de développer des choses techniques, enfermez-vous, travaillez. Méthodologie, toujours. Il ne faut pas confondre ambition et obstination. Qui c'est qui joue de la basse, là? T'entends de la basse? En fait, tu sais, l'endroit où je suis, c'est un complexe de locaux de répétition, donc on entend un petit peu. Ah ouais, mais dis, oula, attends, ils sont chauds, les Lascars, là. Il n'y a pas de bassiste ici, ok? Excellent. Tout à l'heure, je disais, tu me demandais quel conseil. J'ai dit tout à l'heure de travailler avec méthodologie. J'ai dit le mot méthodologie. Je raconte souvent cette expérience que j'ai eue moi dans le travail de la batterie, où j'ai voulu développer le roulé à la double. Je le dis très rapidement. Pendant 5 ans, j'ai travaillé comme un chargé, au moins 1 heure ou 2 heures par jour. Pendant 5 ans, je n'ai jamais dépassé 90 à la noire. Parce que je n'avais pas la bonne méthode. Il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas la bonne méthode. Ouais. Et si on n'a pas certains résultats, il faut se remettre en question et essayer d'aller, peu importe le travail dont on parle, que ce soit le travail pour travailler son instrument ou faire évoluer sa carrière. Il n'y a pas la bonne méthode. Et je pense aussi qu'il faut rester toujours dans des méthodologies qui incluent de la bienveillance, que ce soit pour les autres ou pour soi-même. Ça fait toujours du joli tri autour de soi. Oui, tu m'étonnes. Ça sent Salut tout le monde. Non, là, tu sais quoi, je vais te laisser aller manger. Je vais te laisser aller voir ta femme. Je vais en faire de même. Parce que là, je pense qu'on va manger froid. Ou manger chaud. Moi, c'est sûr. Mais... Si vraiment de ta gentillesse, de ta sympathie.
d'avoir répondu présent pour faire cette petite interview. Écoute, c'est avec plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi, de m'avoir contacté. C'est avec plaisir que je partage ce que je fais. Très sympa. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, j'invite tous ceux qui nous regarderont, effectivement, aussi, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Alors, je mets parfois un petit peu de temps à répondre, mais je finis toujours par répondre parce que tous les jours, je trie un petit peu tous les messages que je reçois, etc. Je prends du temps pour les gens qui prennent du temps pour m'écrire et tout ça. C'est sympa. Donc voilà, je fais mon possible. Hein. Je n'ai que 2 bras, 2 jambes et une seule tête, mais je le fais toujours à mon rythme. Voilà. Ok. Bon, bah écoute. Et très régulièrement. Très important. Bon, bah merci pour tout encore. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Merci à tous, merci à ceux qui regarderont. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là, vous avez, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui auront mis de l'accéléré parce que je sais que parfois je tourne un peu autour. Non, en fait, pendant le montage, il y a plein de séquences où moi je coupe. Notamment là, ce que je suis en train de te dire, je vais le couper, tu vois. D'accord. Donc il y a plein de moments où je coupe, notamment. Attends, t'es fou, laisse tout, c'est génial. Je peux dire un dernier petit mot. Je t'en prie. J'aimerais simplement remercier les gens qui m'entourent. Je parle des sponsors, évidemment, mais je parle aussi de tous les gens qui me sont proches parce que on se rend pas compte, mais dans tout ce travail que je fais, voilà, même si pour moi je suis vraiment au tout début de ce que j'ai envie de réaliser, hein. Mais c'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est pas juste moi qui joue derrière ma batterie et qui m'enferme pour travailler. Il y a derrière ça ma famille qui me soutient. Il y a ma chérie qui joue un rôle de soutien énorme et de compréhension aussi parce que oui, parce que c'est pas forcément évident. Vivre avec un batteur autiste, je peux vous assurer que c'est pas facile de jouer. Un jour, je ferai une vidéo, je pense, où je lui demanderai de donner son ressenti sur la Back Show quand elle est venue, où elle est rentrée dans cette espèce d'énorme bâtisse magnifique qu'est le Trianon. Ouais. Et dès qu'il y a 1 milliard de batteurs qui sont arrivés, elle a eu l'impression que tout allait s'écrouler. C'était génial. Ouais, c'est fou. Voilà, il y a vraiment un gros travail d'équipe avec plein de gens qui me sont chers. Je parle de ma chérie, mais je parle de ma famille, je parle aussi de gens proches, de David, des sponsors, de ceux qui, dans les sponsors, vont plus loin. Je pense à Pierre qui lui, c'est un sponsor, mais pas que. Il prend part avec nous parce que c'est aussi un batteur. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui sont derrière tout ça. Eh ben, Kevin, merci donc à toutes ces personnes qui t'entourent, ton équipe, tes sponsors. Donc, merci à tous. Merci à toi encore d'avoir répondu présent. Et bah, je te dis à très vite pour que tu m'apprennes à jouer de la double pédale. Je t'appelle tout à l'heure. Non, demain. Demain, tu préfères? Bon, allez, ça va. Merci encore à toi, Kevin, et je te dis à bientôt, du coup. Ciao, toi. Ciao, Cyril. Merci pour tout et merci d'avoir pensé à moi. Et puis, bisous à tout le monde.